Avez-vous déjà eu l'impression, en une fraction de seconde, que tout ce que vous aviez construit dans la vie pouvait être détruit simplement par la couleur de votre peau? La douleur, l'humiliation et le désespoir qui vous envahissent lorsque vous vous retrouvez injustement accusé, sans recours, sans savoir quoi faire. Une femme, une mère, connue pour sa gentillesse, sa générosité et son travail acharné, a vu sa vie bouleversée en une seule journée. Et tout cela à cause de quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, une simple accusation, porteuse du poids d'un préjugé structurel ancré dans la société. Si vous pensez être à l'abri de ce système, détrompez-vous. Ce qui lui est arrivé à elle, une femme noire de la campagne française, pourrait arriver à n'importe laquelle d'entre nous. Suivez-moi jusqu'au bout de cette histoire et comprenez combien le combat pour la justice, la dignité et le respect de la vie humaine peut être plus difficile qu'il n'y paraît. Mais aussi comment, bien souvent, ce combat nous apprend quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé, la véritable force qui réside en nous. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous dès maintenant, car je vais vous raconter une histoire que vous devez entendre et qui changera votre vision du monde. À ne pas manquer, elle s'appelait Amélie Dufresne, une femme à la peau sombre, au visage serein et au sourire plus chaleureux qu'un été français. Amélie vivait dans la petite ville de Saint-Amand, un village pittoresque de la campagne française, où tout le monde se connaissait. Son quotidien était simple mais empreint de dignité. Elle travaillait comme femme de ménage à l'hôpital local, un travail qu'elle accomplissait avec fierté, portant toujours son balai et son seau, avec une attention presque affectueuse. On appréciait Amélie. Elle n'était pas seulement une bonne. C'était une mère, une amie, une présence constante qui laissait son empreinte à chaque coin de rue. Les patients la connaissaient et par son nom. Les médecins mettaient toujours un point d'honneur à la saluer avec respect et ses collègues, même si la plupart la traitaient avec une certaine distance, connaissaient sa gentillesse. Amélie était une femme de foi, convaincue du pouvoir de la générosité et de l'humilité, ce qui la rendait encore plus spéciale dans le cœur de la communauté. Ce jour-là, cependant, la tranquillité de sa vie allait être bouleversée. Elle était à la gare de Saint-Amand, attendant le bus qui la conduirait à son travail lorsqu'elle eut une petite altercation avec le policier Jean-Luc Leclerc, un homme connu dans la ville pour son tempérament explosif et la rigidité avec laquelle il se percevait comme une figure d'autorité. Amélie attendait près d'un petit kiosque à journaux lorsque, pour une raison inconnue, le policier s'approcha d'elle, l'accusant d'avoir envahi la zone interdite. La dispute commença de manière assez innocente, mais prit rapidement un ton agressif. Amélie, qui avait toujours été calme et respectueuse, demanda poliment au policier de s'expliquer, ignorant que cela suffirait à attirer l'attention de tous. La tension monta lorsque le policier parla plus fort, le visage rouge de colère, et d'un geste brusque, il la saisit par le bras et la souleva du banc où elle était assise. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol !» hurla-t-il, avec une accusation insensée. Les passants, qui connaissaient Amélie comme une femme au caractère irréprochable, se turent, mais leurs yeux commencèrent à s'écarquiller, comme s'ils assistaient à quelque chose d'irréel. La situation dégénéra rapidement. Amélie tenta de se libérer de l'emprise du policier, mais sa résistance ne fit qu'accroître la violence de son geste. Non seulement il l'arrêta, mais il la menotta avec une force disproportionnée. Le bruit des menottes résonna dans le commissariat, mêlé aux murmures d'incrédulité des personnes présentes. Amélie, qui avait toujours été une femme forte, capable de surmonter les difficultés de la vie, ne savait que faire. Son esprit était sous le choc, comme transporté dans une réalité parallèle où la simple couleur de sa peau la rendait coupable sans explication. Elle regarda autour d'elle, cherchant un visage familier, mais tous restèrent silencieux, comme complices de ce qui se passait. Lorsque le policier la poussa vers la voiture de police, les portes se refermèrent avec fracas et Amélie se retrouva isolée, à l'intérieur d'une voiture de police, pendant ces secondes qui lui semblèrent interminables. C'était comme si le monde entier s'était retourné contre elle, et que tout ce qu'elle connaissait n'était plus qu'illusion. Son fils, Mathieu Dufresne, professeur d'histoire au lycée local, était à la maison lorsqu'il apprit la nouvelle.
Il venait de terminer de corriger des copies lorsque le téléphone sonna. C'était un ami de longue date, l'une des rares personnes avec lesquelles Amélie avait eu des contacts à l'hôpital. Visiblement nerveuse, elle pouvait à peine parler, mais elle parvint à prononcer les mots que personne ne voulait entendre. Amélie a été arrêtée. Elle est au commissariat. Mathieu ressentit une oppression dans la poitrine, une étrange sensation que tout ce qu'il avait cru de l'endroit où il avait grandi s'effondrait. Il savait que sa mère n'avait rien fait de mal, mais l'idée de l'avoir arrêtée, menottée comme une criminelle, lui semblait un cauchemar. Sans réfléchir à deux fois, il courut au commissariat. En chemin, son cœur battait fort et il avait du mal à comprendre ce qui se passait. Comment quelqu'un, et surtout sa mère, pouvait-il être traité ainsi? Il savait qu'il y avait quelque chose de bien plus profond derrière tout cela. À son arrivée au commissariat, Mathieu fut encore plus digéré qu'il ne l'avait imaginé. Il franchit précipitamment la porte et fut accueilli par un policier qui lui annonça froidement que la femme était poursuivie pour tentative de vol. À ces mots, Mathieu eut l'impression que le monde s'était arrêté. Il savait pertinemment ce qui se passait. Ce n'était pas une simple erreur de jugement ou un malentendu, c'était quelque chose de bien plus profond. L'agent Leclerc, celui-là même qui avait arrêté sa mère, avait toujours été connu pour son tempérament violent, et Mathieu l'avait vu traiter les gens avec un mépris particulier à plusieurs reprises. Cependant, voir cet homme être prêt à humilier sa mère sans aucun motif, simplement parce qu'elle était noire, fit bouillir Mathieu. Il n'en croyait pas ses yeux. « Tu dois me laisser lui parler maintenant », exigea Mathieu d'une voix tendue mais ferme. Le policier hésita, mais finit par le laisser entrer. Amélie était assise là, les yeux pleins de larmes, mais sa posture restait digne malgré tout. Son corps était fatigué, mais son esprit travaillait encore, essayant de comprendre comment tout cela avait pu arriver. Lorsqu'elle regarda Mathieu, il put voir la douleur qu'elle ressentait non seulement face à ce qui se passait, mais aussi à l'idée d'être traitée ainsi par quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé être aussi cruel. « Mon fils, je n'ai rien fait, rien !» dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Mathieu, sur un coup de tête, lui saisit la main à travers les barreaux de la cellule et sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait que ce n'était pas une simple erreur, c'était du racisme. Pur et dur. Mathieu avait l'impression que le temps s'écoulait lentement, tandis qu'il parlait à sa mère. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque soupir de douleur lui faisait prendre conscience de la cruauté de la situation. Mais en même temps, il sentait une flamme grandir en lui, quelque chose qui le poussait à agir. Il savait qu'il ne pouvait pas l'accepter comme ça. Le combat pour la justice ne pouvait s'arrêter là. « On va se battre, maman. Tu ne quitteras pas cette ville ainsi traitée. Je ne te laisserai pas faire, promit-il d'une voix ferme, essayant de lui insuffler du courage, mais aussi de lui inspirer du courage. C'était comme si, à cet instant, il avait pris conscience de quelque chose qui avait toujours été présent, mais qu'il était désormais impossible d'ignorer. Il savait que ce serait un combat difficile, contre un système complètement corrompu par l'ignorance et l'intolérance. En quittant le commissariat, Mathieu sentit le poids d'une responsabilité qu'il n'aurait jamais imaginé porter. Il était certain qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que les autorités agissent correctement. Il ne pouvait pas faire confiance à un système qu'il avait cru si longtemps juste. Il savait qu'il faudrait plus que des mots pour changer la situation. Il avait besoin de l'action de la communauté, de la force de tous ceux qui connaissaient sa mère, qui savaient qui elle était vraiment. C'est alors qu'il commença à planifier. Il contacterait les avocats de la ville. Il chercherait un défenseur qui croirait en sa cause. Mais surtout, il voulait que les gens sachent ce qui se passait. Sa mère, Amélie, ne pouvait pas être une autre victime d'un système qui ne la considérait que comme un stéréotype, un objet jetable. L'affaire Amélie s'est rapidement répandue dans toute la ville. Les premières voix à s'élever furent celles des collègues de Mathieu, horrifiés par ce qui s'était passé. Ils savaient qui était Amélie, la femme qui les avait toujours traités avec gentillesse, qui les connaissait par leur nom et qui, les matins froids, laissait du chocolat chaud pour réchauffer les mains de leurs collègues à l'hôpital. Mais cette même femme
était désormais traitée comme une criminelle. L'absurdité de la situation a mobilisé de nombreuses personnes. Et bientôt, une petite foule s'est rassemblée devant le commissariat. Le mouvement était pacifique, mais l'indignation était palpable. Parmi les manifestants se trouvaient des Français racisés, des immigrés et même des résidents de longue date de la ville, des personnes qui n'auraient jamais imaginé qu'une chose aussi cruelle puisse arriver dans leur communauté. Ils étaient là non seulement pour défendre Amélie, mais aussi pour donner la parole à tous ceux qui, comme elle, étaient invisibles aux yeux du système. Pendant ce temps, la pression sur la police s'intensifiait. L'affaire prenait de l'ampleur sur les réseaux sociaux et la ville de Saint-Amand, jusque-là silencieuse, était désormais au cœur d'un débat sur le racisme et la justice. Certains, qui avaient toujours semblé enclins à se replier sur eux-mêmes, commençaient à reconsidérer leurs actions. Il y avait quelque chose de répréhensible dans la façon dont certains citoyens étaient traités et cela apparaissait enfin au grand jour. Le combat ne faisait que commencer, mais Mathieu savait que si la communauté restait unie, il y avait une chance de renverser la situation. La mobilisation ne s'est pas arrêtée. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille où l'injustice subie par Amélie a été révélée à des milliers de personnes. Bientôt, des personnalités influentes d'organisations de défense des droits humains ont commencé à s'exprimer, offrant leur soutien et dénonçant le racisme structurel qui continuait de se propager en France. La nouvelle s'est répandue dans toute la région, et même à Paris, la capitale, le nom d'Amélie Dufresne est devenu un symbole de la lutte contre les discriminations. Dans la petite ville où tout a commencé, la pression sur les autorités s'est intensifiée et beaucoup se sont sentis obligés de réagir. Pour le policier Jean-Luc Leclerc, la situation devenait intenable. Il était interrogé non seulement sur sa conduite, mais aussi sur l'attitude de sa hiérarchie qui tentait de minimiser l'affaire. Mais il était trop tard. L'indignation ne pouvait plus être muselée. Grâce au soutien de la communauté, Mathieu et ses avocats ont pu obtenir une révision du dossier, l'abandon des charges et la libération d'Amélie. Cependant, justice était encore loin d'être rendue. Ce qui lui était arrivé n'était pas un incident isolé. Il s'inscrivait dans un système qui avait longtemps ignoré et marginalisé des personnes comme elle. Et même si Mathieu a pu obtenir sa libération, la blessure laissée par l'humiliation publique ne guérirait jamais complètement. Pour Amélie, le sentiment d'avoir été traitée comme une criminelle, sans aucune raison légitime, était quelque chose qu'elle n'oublierait pas facilement. Le retour d'Amélie à la maison fut un moment doux amer. Elle se sentait moins soulagée, non seulement à cause de l'humiliation subie, mais aussi à cause du sentiment que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Elle regarda Mathieu, qui l'avait soutenu avec tant d'amour, et ressentit la douleur d'un système qui, malgré sa liberté, la traitait encore comme une sous-personne. Mais le combat ne s'arrêta pas là. La pression montait et la petite ville de Saint-Amand commençait à changer. De plus en plus d'habitants étaient désormais conscients du problème. Le racisme, la discrimination quotidienne faisaient désormais partie des conversations dans les cafés et les commerces du quartier. Mathieu, debout aux côtés de sa mère, sentait que son combat ne faisait que commencer, mais la force qu'il ressentait au sein de la communauté était palpable. Il n'était plus seul. La vérité sur ce qui était arrivé à sa mère était désormais connue, et il était déterminé à la faire connaître, non seulement pour sa mère, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence pendant si longtemps. Au fil du temps, Amélie a commencé à recevoir plus de soutien qu'elle ne l'aurait imaginé. Ceux qui la voyaient auparavant comme une simple domestique la percevaient désormais comme une femme forte qui, malgré tout, ne s'était pas laissée abattre. Elle recevait des fleurs, des lettres de soutien et même des visites inattendues de résidents qui ne lui avaient jamais adressé la parole. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait considérée comme une personne intègre et non comme le stéréotype que le système avait tenté d'imposer. L'humiliation s'est transformée en une force silencieuse qui l'a poussée à aller de l'avant. L'histoire d'Amélie, avec le soutien de Mathieu et de la communauté, a commencé à créer une vague de changements à Saint-Amand.
Les conversations sur le racisme, la discrimination et la justice ont commencé à faire partie du quotidien. La petite ville, autrefois plongée dans sa routine tranquille et souvent ignorante des réalités des immigrants et des personnes noires, a été contrainte de réfléchir à ses propres attitudes. Si les manifestations pacifiques avaient déjà pris de l'ampleur, l'impact réel de la mobilisation ne s'est pas limité à la rue. Les réunions communautaires, désormais plus fréquentes, ont été un espace où les expériences de discrimination et les cas d'injustice ont commencé à être partagés ouvertement. Amélie, malgré son humilité, n'a jamais voulu être considérée comme une héroïne. Mais son histoire est devenue le catalyseur d'un mouvement qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Le soutien qu'elle a reçu était sincère, mais surtout, il a été transformateur, car il a donné la parole à tant d'autres personnes qui vivaient silencieusement des expériences similaires. Mais en même temps, les défis restaient immenses. Le policier Jean-Luc Leclerc, malgré la pression extérieure et l'indignation croissante du public, ne s'était jamais excusé. Il s'efforçait plutôt de maintenir sa version des faits, imputant tout à un malentendu. Même après l'abandon des poursuites et la libération d'Amélie, l'ombre de l'humiliation et de la douleur persistait dans la vie d'Amélie. Elle savait que le véritable combat n'était pas la vengeance, mais un système qui, s'il n'était pas réformé, continuerait de blesser, d'invisibiliser et de marginaliser des personnes comme elle. La douleur de la violence institutionnelle était difficile à guérir, mais elle savait qu'elle ne pouvait abandonner. Son combat, désormais, était aussi pour tous ceux qui souffraient en silence. La véritable transformation d'Amélie s'est cependant produite lors d'un moment simple mais profond. Elle était dans son jardin, s'occupant de ses plantes comme toujours, lorsqu'elle sentit une main douce lui toucher l'épaule. C'était l'un de ses voisins, un homme d'une soixantaine d'années qui l'accueillait toujours avec un sourire et un mot amical, mais qui ne s'était jamais impliqué dans les problèmes profonds de la communauté. « Je ne savais pas », dit-il avec un ton de regret. « J'ai vu ce qui s'est passé et j'ai vu comment les gens se sont mobilisés pour te soutenir. J'ai toujours pensé que la discrimination était un phénomène lointain, quelque chose qui se produisait dans les grandes villes, pas ici. Mais en découvrant ton histoire, j'ai compris que j'avais tort. Je ne te regarderai plus jamais, ni personne d'autre, de la même manière. » Amélie, surprise, hocha simplement la tête avec un léger sourire. Elle n'avait pas besoin de grandes déclarations. Le changement, dans les petits gestes du quotidien, dans les simples gestes d'empathie et de reconnaissance, était ce qui comptait vraiment. Et ce geste d'humilité, même s'il paraissait insignifiant, était plus puissant que n'importe quel discours politique. Mathieu, pour sa part, a puisé en lui une force qu'il ignorait. Il est devenu une figure emblématique du mouvement pour les droits civiques de la ville, luttant contre la discrimination raciale sur de nombreux fronts. Même si sa vie commençait à retrouver un semblant d'équilibre, il n'a jamais pu oublier ce qui s'était passé. Pour lui, voir sa mère traitée comme une criminelle simplement à cause de sa couleur de peau l'a fait prendre conscience de la réalité d'un système défaillant. Il savait que le changement ne se ferait pas du jour au lendemain, mais il était convaincu qu'avec du temps et des efforts constants, les générations futures de Saint-Amand pourraient vivre dans un monde plus juste, où la couleur de peau et les origines ne définiraient pas la valeur de leur vie. Au fil des mois, Amélie a trouvé la force d'aller de l'avant, mais elle n'a jamais cessé d'être une femme marquée par ce jour. Elle est devenue un symbole de la lutte contre le racisme à Saint-Amand, même si elle n'a jamais aspiré à ce rôle. On a commencé à la traiter avec un respect renouvelé, non seulement pour sa dignité et son courage face à l'adversité, mais aussi pour sa capacité à pardonner et à aller de l'avant sans ressentiment. Lorsqu'elle marchait dans la rue, elle n'était plus seulement une femme de ménage dans un hôpital. C'était une femme avec une histoire à entendre, une histoire de dépassement, de résistance. Elle ressentait le poids de la responsabilité que son histoire portait, mais elle savait aussi que, d'une certaine manière, la ville commençait à changer. Le soutien de la communauté a été essentiel pour qu'Amélie puisse guérir les blessures laissées par cette journée humiliante. Un sentiment de solidarité flottait dans l'air,
un sentiment qui rassemblait les gens comme jamais auparavant. Au fil des semaines, la ville est devenue plus accueillante et les perceptions raciales ont commencé à évoluer. Les rassemblements, les manifestations pacifiques et même les conversations informelles dans les cafés locaux se sont multipliées. Le cas d'Amélie a finalement forcé la ville à affronter sa propre réalité. Les préjugés qui existaient n'étaient pas de simples erreurs, mais des vérités douloureuses qu'il fallait affronter. Mathieu, au fil du temps, a compris que son combat était loin d'être terminé. Mais il n'était plus seul. Le combat de sa mère pour la justice ne se limitait pas à un événement isolé, mais s'inscrivait dans un processus plus vaste, une prise de conscience collective naissante. Il savait que la bataille pour l'égalité ne se gagnerait ni dans un tribunal, ni dans une manifestation de rue. Le véritable changement viendrait des attitudes quotidiennes, du regard de chacun sur l'autre, du respect qui doit être témoigné, indépendamment de la couleur de peau, de l'origine ou de la classe sociale. Grâce au soutien de la ville, l'histoire d'Amélie a pris de l'ampleur au-delà des frontières de Saint-Amand. La presse a commencé à couvrir l'affaire et Amélie a rapidement été invitée à partager son histoire lors de conférences où son expérience a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes vivant des situations similaires dans d'autres villes. Autrefois perçue comme une femme simple et invisible, elle dénonçait désormais les injustices qu'elle avait subies, contribuant ainsi à donner la parole à des milliers de personnes qui, comme elle, avaient toujours été marginalisées. Elle a commencé à croire que sa douleur n'avait pas été vaine. Son combat et celui de tant d'autres faisaient une différence, quoique silencieusement. Et cela lui a donné la force de continuer. La vérité sur le sort d'Amélie a en réalité marqué le début d'un événement bien plus vaste à Saint-Amand. La ville, jusque-là muette sur ses enjeux raciaux, a été contrainte de réfléchir aux préjugés structurels que beaucoup avaient ignorés pendant des années. Des discussions ont commencé à s'engager dans toutes les sphères de la société, dans les écoles, dans les familles, dans les cafés et surtout dans la rue. Bien que l'affaire ait été résolue avec la libération d'Amélie, son impact ne pouvait être effacé. Pour Mathieu, cela signifiait que son combat, même s'il semblait en suspens, était loin d'être terminé. Il est devenu une figure clé de la mobilisation de la ville pour un véritable changement, pour un avenir où le racisme ne serait plus toléré et où les voix des communautés marginalisées seraient entendues. Le changement à Saint-Amand ne fut pas instantané, mais il fut durable. Mathieu ne se faisait pas d'illusions quant à une transformation de la ville du jour au lendemain, mais il était de plus en plus convaincu que le premier pas vers un véritable changement avait été franchi. À travers l'histoire de sa mère, il comprit comment l'empathie et la solidarité peuvent changer la vision du monde. Même ceux qui, au départ, ignoraient la réalité de la discrimination, commencèrent à s'engager. Amélie, avec sa sagesse tranquille et sa dignité intacte, était devenue un symbole de résistance, mais aussi de pardon et de transformation. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie simple puisse inspirer autant, mais elle comprenait désormais que chaque histoire de dépassement d'obstacles a le pouvoir de changer les réalités. Le jour où Amélie fut libérée, avec l'abandon des poursuites pour vol, marqua une étape importante dans la vie de la ville et dans sa propre histoire. Mais le véritable acquis résidait dans la transformation qui s'opéra en elle. Elle, qui portait auparavant les cicatrices d'un système qui l'avait humiliée, commença à sentir que sa valeur n'était plus liée à l'opinion des autres. Sa véritable force résidait dans la façon dont elle se percevait. Et plus que jamais, elle ressentait le besoin de rester ferme dans sa conviction que la dignité humaine n'a ni couleur, ni classe, ni origine. Son combat ne visait pas seulement la justice dans son cas, mais l'humanité de tous. Et lorsqu'elle observa sa communauté, elle comprit que, même dans l'adversité, il y avait toujours une possibilité de recommencer, de reconstruire, de faire la différence. Le triomphe d'Amélie ne résultait pas d'une simple victoire sur le système, mais plutôt de sa capacité à transformer la douleur et l'humiliation en une force durable. La ville de Saint-Amand, jusque-là indifférente, voyait désormais Amélie sous un jour nouveau. Elle n'était plus une simple femme de ménage dans un hôpital.
C'était une femme qui avait montré à tous que la vraie force vient de l'intérieur et que, même face aux adversités les plus cruelles, il est possible de se relever. Le combat d'Amélie était un cheminement, et elle savait que même si elle n'avait pas tout compris ce qui s'était passé ce jour-là, la vie lui avait appris quelque chose d'essentiel. Personne ne peut vous enlever ce que vous ne lâchez pas. Et c'est ainsi qu'elle poursuivit, plus forte que jamais, sachant que son histoire s'inscrivait désormais dans un ensemble plus vaste. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.